The Washington Post broke the news reporting Defense Secretary Pete Hegseth gave a spoken directive, according to two people with direct knowledge of the operation. The order was to kill everybody, one of them said. Two people with direct knowledge of the operation. That means they are inside the Defense Department watching Pete Hegseth. La tension dans les coulisses du pouvoir américain a atteint un nouveau sommet. Au cours des dernières 48 heures, un mouvement politique absolument explosif a pris forme au Congrès américain. Un député démocrate de l'État du Michigan a présenté de nouveaux articles de mise en accusation contre Donald Trump, rouvrant un chapitre que beaucoup considéraient comme clos. Mais ce qui semblait n'être qu'un geste de plus de l'opposition a pris des proportions inattendues, lorsque des informations ont été révélées selon lesquelles des ministres du gouvernement, Trump lui-même, se serait réunis à huis clos pour discuter de l'application du 25e amendement, un mécanisme constitutionnel qui permet de destituer un président lorsqu'il est jugé incapable de remplir ses fonctions. Et le plus effrayant, c'est que tout cela se passerait en même temps, alors que les membres du Congrès font pression pour sa destitution. Les hauts responsables de l'exécutif s'organisent en vue d'un éventuel coup d'État interne. Nous assistons à un moment sans précédent dans l'histoire politique des États-Unis. Jamais auparavant, un président n'avait été confronté simultanément à deux fronts institutionnels cherchant à le destituer. La gravité des faits effraie même les observateurs les plus sceptiques. Et le pays tout entier semble retenir son souffle face à ce qui pourrait devenir un séisme politique d'une ampleur historique. La justification des nouveaux articles de mise en accusation est aussi percutante que le moment où ils apparaissent les Nassetages. Ils ne reprennent pas d'anciennes accusations telles que l'affaire ukrainienne ou les événements du Capitole le 6 janvier. Ces documents sont récents, datés des 11 et 12 octobre, et font référence à des actions qui auraient été commises par Trump ces derniers jours. Le langage utilisé par les députés ne laisse aucun doute quant à la gravité de l'accusation. Guerre perfide contre les États-Unis. C'est le terme utilisé pour décrire ce qui, selon eux, serait une série d'actions violant systématiquement les droits constitutionnelle de la population américaine. Et ce point est crucial. Il ne s'agit pas d'une erreur ponctuelle ou d'une décision controversée. Nous parlons d'une accusation de comportement systématique, de comportement répété, qui compromettrait le fonctionnement institutionnel du pays. Qu'est-ce qui aurait motivé cette offensive si drastique? Deux actions récentes du président Trump auraient été le déclencheur. Le 9 octobre, il aurait signé un décret désignant le groupe, connu sous le nom d'Antifa, comme une organisation terroriste. Cette décision, bien qu'applaudie par une partie de sa base, a suscité l'inquiétude des juristes et des spécialistes du droit constitutionnel. La législation américaine stipule que ce type de désignation doit suivre un processus rigoureux impliquant le Congrès et des critères juridiques spécifiques. Trump aurait complètement ignoré ces exigences, utilisant le pouvoir de la plume présidentielle pour étiqueter tout un groupe de personnes. Ce qui soulève de sérieux doutes quant aux limites de son autorité. Mais le deuxième épisode est encore plus troublant. Selon certaines informations, Trump aurait licencié un procureur fédéral qui avait refusé d'ouvrir des enquêtes contre les adversaires politiques du président. En d'autres termes, le président aurait tenté d'utiliser le ministère de la Justice comme une arme personnelle pour persécuter ses opposants. Lorsque le procureur a refusé d'obéir à cet ordre, il aurait été licencié. Pour les organisations de surveillance institutionnelle telles que Free Speech for People, il s'agit de bien plus qu'un scandale politique. C'est une atteinte à la démocratie. C'est pourquoi, au cours des dernières 48 heures, ces deux épisodes ont été ajoutés aux points 24 et 25 d'une liste de motifs juridiques justifiant la destitution, qui compte désormais un total de 25 raisons distinctes de destituer le président. L'existence même de cette liste montre à quel point la situation a atteint un niveau alarmant. Mais tandis que le Congrès s'active, les couloirs de la Maison-Blanche semblent bouillonner de tension. Selon des informations provenant de sources proches du gouvernement, plusieurs ministres discuteraient en privé de la possibilité de déclarer Trump incapable de rester en fonction en vertu du 25e amendement. Pour ceux qui ne connaissent pas de ce dispositif, il a été créé en 1967 pour résoudre un problème spécifique. Que faire si le président est incapable, pour des raisons de santé ou d'accident, d'exercer ses fonctions? L'amendement prévoit que le vice-président, avec le soutien de la majorité des membres du cabinet, peut déclarer le président inapte, transférant immédiatement le pouvoir au vice-président. Cet outil,
qui n'a jamais été utilisé contre la volonté d'un président en exercice, est désormais au centre des discussions entre les ministres de haut rang, notamment ceux liés au domaine de la sécurité et des affaires juridiques. Ce qui se dit en coulisses, c'est que Trump agirait de manière si erratique, si éloignée des normes attendues d'un chef d'État, que son maintien en fonction constituerait, selon certains conseillers, un risque pour le fonctionnement normal de la présidence. Et cela change tout, car contrairement à la procédure de destitution, qui dépend de l'approbation de la Chambre des représentants et du jugement du Sénat, le 25e amendement peut être invoqué presque immédiatement, dès lors que le vice-président et la majorité des ministres y consentent. S'il est approuvé, le président est immédiatement destitué, et c'est à lui qu'il appartient de saisir le Congrès pour tenter de reprendre ses fonctions. Cela ne signifie toutefois pas que la procédure soit simple. Au contraire, les coûts politiques, pour ceux qui osent recourir à ce mécanisme, sont très élevés. Tout ministre qui soutiendrait la destitution de Trump de cette manière verrait certainement sa carrière politique s'effondrer. La base trumpiste est farouchement loyale et n'hésiterait pas à qualifier ces personnes de traîtres. Néanmoins, la simple existence de ces réunions montre le niveau d'instabilité qui règne au sein de l'exécutif. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus dramatique, car il ne s'agit pas seulement d'un conflit entre partis, comme nous l'avons vu tant de fois. Il s'agit d'une rupture au sein même du gouvernement. Des personnes qui ont accompagné Trump, qui ont été choisies par lui, qui ont participé à son administration, envisagent désormais de le destituer parce qu'elles estiment qu'il n'est plus en mesure d'exercer le pouvoir. Cela ne s'est jamais produit auparavant aux États-Unis. Le plus proche de cela a été des conversations isolées pendant des périodes de crise, mais rien qui n'ait pris l'ampleur et l'intensité des rumeurs actuelles. La vérité, c'est que la présidence de Trump, dans son deuxième mandat, est entrée dans une zone dangereuse. Les frontières entre autorité et abus, entre leadership et autoritarisme, entre stratégie et désespoir, sont de plus en plus floues. Le décret classant un groupe comme terroriste, le licenciement d'un procureur pour avoir refusé de poursuivre des opposants, le sentiment croissant que les limites constitutionnelles sont testées quotidiennement, tout cela compose un scénario de détérioration institutionnelle qui ne peut plus être ignoré. La population s'en rend compte. L'augmentation soudaine du nombre de visites sur des sites tels que impeach.org indique que la population est attentive, qu'elle recherche des informations et qu'elle essaie de comprendre ce qui se passe. Cela met sous pression non seulement les députés, mais aussi les membres du cabinet, qui savent qu'ils sont observés. La question qui se pose maintenant est la suivante. Jusqu'où cela ira-t-il? Et surtout, que se passera-t-il si rien n'est fait? La destitution, bien que peu susceptible d'être approuvée par le Sénat, pourrait laisser une marque indélébile dans l'histoire. Trump a déjà été destitué 2 fois, et s'il l'est à nouveau, il sera le seul président américain à pouvoir se targuer d'un tel exploit. Même s'il reste en fonction, cet épisode fera partie intégrante de sa biographie politique. D'autre part, la 25e amendement, s'il est activé, pourrait créer un précédent très dangereux. Si les ministres peuvent destituer les présidents pour des raisons politiques ou de comportement, le système démocratique risque de devenir otage de crises internes constantes. C'est le dilemme auquel les États-Unis sont confrontés en ce moment même. D'un côté, l'urgence de contenir les actions qui remettent en cause les piliers de la Constitution. De l'autre, la crainte de créer un précédent qui affaiblirait encore davantage la confiance déjà ébranlée dans les institutions. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'avenir d'un homme, mais la capacité même du système américain à s'autoréguler, à punir les excès, à protéger ses fondements. La prochaine phase de cette crise mettra à l'épreuve chaque rouage de la démocratie. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous sentez également qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus important. Quelque chose qui n'apparaît pas dans les gros titres des grands médias. Quelque chose qui exige un regard attentif, un esprit critique, et surtout, le courage d'affronter des vérités dérangeantes. C'est pourquoi, si ce contenu vous a paru pertinent, s'il vous a aidé d'une manière ou d'une autre à relier les points et à comprendre la gravité de ce qui se passe, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec ceux qui ont également besoin de se réveiller à la réalité. Parce que la vérité n'a pas besoin d'un public, elle a besoin de voix. Et peut-être que la vôtre est celle qui manque. Ce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris, c'est que ce qui se passe actuellement à Washington n'est pas seulement une nouvelle crise politique. C'est le reflet d'une fracture qui s'est creusée ces dernières années et qui menace aujourd'hui de déstabiliser tout ce que nous connaissons sous le nom de démocratie institutionnelle. La présentation des nouveaux articles de mise en accusation contre Donald Trump n'est pas un acte isolé d'un député de l'opposition désireux de se faire remarquer dans les médias.
Il s'agit d'une action soigneusement orchestrée, préparée depuis des mois en coulisses par des groupes juridiques, des analystes politiques et des parlementaires qui estiment que les derniers actes du président ont dépassé les limites de l'acceptable. Le simple fait que cette initiative ait été rendue publique est déjà un signe que les personnes impliquées estiment qu'il existe un soutien juridique et politique suffisant pour faire avancer la proposition. Et ce soutien ne vient pas seulement des cercles progressistes traditionnels, on observe une mobilisation croissante de secteurs plus larges de la société américaine, notamment des juristes conservateurs, d'anciens fonctionnaires et même d'anciens alliés de Trump, qui se disent désormais alarmés par la direction que prend le pays. Ce changement de scénario est significatif, car il révèle que les avertissements lancés précédemment, considérés comme exagérés par beaucoup, sont aujourd'hui pris au sérieux, même par ceux qui défendaient auparavant le président. Lorsqu'un gouvernement commence à perdre le soutien de sa propre base, c'est parce que quelque chose de beaucoup plus important est en cours. Les informations faisant état de réunions secrètes entre les membres du cabinet, qui examinent sérieusement l'application du 25e amendement, sont plus que des rumeurs. Elles signalent un effondrement de la confiance interne. Des ministres qui auparavant saluaient le président se demandent désormais s'il a encore la santé politique et l'équilibre nécessaire pour prendre des décisions au nom de la nation. C'est une rupture, et comme toute rupture, elle s'accompagne de peur, d'incertitude et de tensions extrêmes. La peur que le pays entre dans une spirale d'instabilité, l'incertitude quant à la prochaine étape, et la tension qui s'accumule comme un baril de poudre sur le point d'exploser. L'atmosphère à Washington est décrite par des sources internes comme paranoïaque et isolée. Trump serait de plus en plus enfermé dans son cercle le plus fidèle, se méfiant même des personnalités qui l'ont accompagné depuis les premiers jours de sa présidence. Le cabinet est devenu un champ de mine. Tout mot mal placé peut être interprété comme une trahison. Tout signe d'hésitation est considéré comme un signe de déloyauté. La pression est telle que certains conseillers envisageraient déjà de démissionner, avant d'être eux-mêmes entraînés au cœur de la crise. Pendant ce temps, la machine institutionnelle du pays continue de fonctionner tant bien que mal au milieu du chaos. Mais il est impossible d'ignorer le sentiment collectif que quelque chose de très grave est sur le point de se produire. Le recours au 25e amendement, même s'il n'a jamais été appliqué contre la volonté du président, est prévu par la Constitution comme dernier recours pour protéger la nation d'un dirigeant devenu incapable de gouverner. Le fait que cette possibilité soit discutée de manière concrète représente déjà un tournant historique. C'est la Constitution qui est mise à l'épreuve, dans ses limites les plus extrêmes. Et le plus inquiétant est peut-être le fait que la population américaine est profondément divisée quant à la légitimité de ces mouvements. Pour des millions d'électeurs, toute tentative de destitution de Trump est considérée comme une persécution politique. Pour des millions d'autres, maintenir Trump au pouvoir revient à cautionner des abus inacceptables. Ce fossé idéologique n'est pas apparu aujourd'hui. Il s'est formé au cours des dernières années, alimenté par des discours radicaux, des réseaux sociaux polarisés et une presse fragmentée. Aujourd'hui, les États-Unis ne traversent pas seulement une crise de leadership, ils traversent une crise d'identité. Qui sommes-nous en tant que nation ? Que sommes-nous prêts à tolérer au nom de la stabilité ? Et où se situe la frontière entre autorité et tyrannie ? Ces questions relevaient auparavant du domaine de la philosophie politique, mais elles frappent désormais à la porte du Congrès, des rues et des foyers américains. La réponse à ces questions ne sera pas donnée par un seul parti, ni par un seul groupe idéologique. Elle sera façonnée par les mesures qui seront prises dans les semaines à venir, et ces mesures auront des conséquences durables. L'histoire regorge de moments où les démocraties ont été mises à l'épreuve. Certaines ont résisté, d'autres ont échoué. Ce à quoi nous assistons actuellement est l'un de ces moments, et la manière dont les dirigeants politiques, les juges, les journalistes et le peuple réagiront à cette crise déterminera l'avenir de la République. Ce n'est pas une exagération, c'est la réalité. Un exemple clair de la façon dont cette crise met en évidence la fragilité du système a été l'utilisation d'un décret présidentiel pour classer Antifa comme groupe terroriste. Quelle que soit l'opinion individuelle sur ce groupe, le problème réside dans le précédent que cela crée. Si un président peut, de son propre chef, sans consulter le Congrès, décider qui est ou n'est pas un terroriste, il dispose alors d'un pouvoir quasi absolu pour réprimer ses opposants, contrôler le discours et justifier des mesures autoritaires sous prétexte de sécurité nationale. Cette centralisation du pouvoir porte atteinte au principe fondamental de la séparation des pouvoirs. Et lorsque le système judiciaire, qui devrait servir de contrepoids, commence également à faire l'objet de méfiance.
comme dans le cas du licenciement du procureur fédéral, qui a refusé de poursuivre des adversaires politiques. L'alerte devient rouge. Le président d'une nation démocratique ne peut pas utiliser les mécanismes de l'État, comme des instruments personnels de vengeance. Ce n'est pas du leadership, c'est de l'abus. C'est dans ce contexte que les articles de mise en accusation prennent tout leur sens. Ils ne constituent pas seulement une tentative de punition, ils sont une réponse institutionnelle à un comportement qui menace de détruire les fondements de la République. Et c'est pourquoi, même s'il a peu de chances d'être approuvé par le Sénat, ce processus est important. Il envoie un message clair. Il y a des limites, et ceux qui les dépassent doivent rendre des comptes. Mais pendant ce temps, l'étau se resserre. Des sources liées au département de la sécurité nationale révèlent qu'au moins 3 membres de haut rang ont déjà signalé leur soutien à la destitution de Trump pour incapacité. Ces noms n'ont pas encore été officiellement divulgués. Mais on suppose qu'il s'agit de personnes ayant un accès direct aux informations des services de renseignement et à l'analyse des risques. L'argument avancé est que les récentes décisions du président démontrent une tendance à l'impulsivité, un mépris des normes juridiques et une indifférence aux conséquences institutionnelles de ses actes. Selon ces sources, cela constituerait une incapacité pratique à exercer la présidence de manière responsable. Et c'est là que le jeu devient plus dangereux. Car une fois que cet argument gagne du terrain au sein même du gouvernement, il commence à délégitimer toute action prise par Trump dans les jours qui suivent. Si les ministres ne font plus confiance à sa capacité à gouverner, comment espérer que les décisions fondamentales en matière de sécurité, d'économie ou de relations extérieures soient respectées? Ce vide d'autorité alimente l'instabilité. Et l'instabilité, à son tour, ouvre la voie à des crises encore plus graves. C'est dans ce type d'environnement que les coups d'État fleurissent, que les institutions s'effondrent, et que les populistes en profitent pour se poser en victime et renforcer leur base. Trump le sait. C'est pourquoi il réagit de manière de plus en plus agressive. Dans ses récents discours, il a durci le ton contre le Congrès, contre la presse, contre le système judiciaire. Il tente de créer l'image d'un président assiégé, injustement traité, trahi par ses propres alliés. Cette rhétorique a un objectif clair: mobiliser sa base et délégitimer toute tentative de le destituer. En transformant la crise en un récit personnel de persécution, Trump cherche à transformer ses partisans en boucliers contre toute décision institutionnelle. Et le danger est que cela puisse fonctionner. Dans une société polarisée, où la vérité est souvent occultée par des théories du complot et des fausses nouvelles, les récits émotionnels ont beaucoup plus de pouvoir que les faits. Le débat n'est plus rationnel. Peu importe ce que le président a fait ou n'a pas fait. Ce qui importe, c'est ce qu'il représente pour ses électeurs. Et pour beaucoup d'entre eux, Trump est plus qu'un homme politique. Il est un symbole de résistance contre tout ce qu'ils appellent le système corrompu. C'est pourquoi toute tentative de le destituer, aussi fondée soit-elle, sera perçue par une partie de la population comme un coup d'État. Cela place le pays devant un dilemme existentiel. Soit il affronte la crise avec courage et dans le respect de la Constitution, sachant qu'il y aura des réactions violentes, soit il cède au chantage politique de ceux qui menacent de tout incendier s'ils sont confrontés. Aucune de ces options n'est facile, mais ne rien faire pourrait être encore pire. Car, comme l'histoire l'a déjà montré, les régimes autoritaires ne naissent pas du jour au lendemain, ils se construisent lentement, à coups de petites concessions, avec la normalisation de l'absurde. Et quand nous nous réveillons enfin, il est déjà trop tard. Ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est pas seulement le maintien d'un homme au pouvoir, c'est le destin de toute une démocratie. Si vous pensez que ces vérités doivent être entendues par davantage de personnes, laissez votre commentaire ici. Écrivez « La Constitution passe avant tout ». Copiez cette phrase et collez-la ici dans les commentaires. En commentant, vous montrez que vous êtes conscient, que vous vous souciez de la situation et que vous n'êtes pas seul. Et qui sait, votre commentaire pourrait bien ouvrir les yeux à quelqu'un d'autre. Faisons cela ensemble. C'est maintenant qu'il faut parler. Ce qui se passe actuellement va déterminer non seulement l'avenir de Donald Trump, mais aussi les limites du pouvoir présidentiel aux États-Unis. Car lorsqu'un président est accusé de transformer l'État en arme, d'attaquer ses propres opposants avec l'appareil judiciaire, de bafouer les procédures constitutionnelles avec des décrets unilatéraux, nous parlons de quelque chose qui dépasse largement les divergences partisanes. Nous parlons d'un risque réel pour la démocratie. Et lorsque ce risque est perçu non seulement par les adversaires, mais aussi par les alliés proches et les membres du gouvernement lui-même, l'alarme ne peut plus être ignorée. Les nouveaux articles de mise en accusation représentent, pour beaucoup, la dernière tentative institutionnelle pour mettre fin à un cycle d'abus
qui semble s'intensifier chaque semaine. Mais la vérité dérangeante est que, même avec toutes les preuves, même avec tout le tollé populaire, la procédure aura difficilement assez de poids au Sénat pour aboutir à la destitution de Trump. Les chiffres sont clairs. Pour que la mise en accusation aboutisse, il faut les 2/3 des voix. Et malgré tout le bruit, le Parti républicain reste en grande partie fidèle au président, que ce soit par crainte de sa base ou par opportunisme politique. Le compte n'est tout simplement pas bon. Mais cela ne signifie pas que l'effort est inutile. Loin de là. Chaque fois qu'un président est formellement accusé, le poids de cette accusation fait partie de son histoire. Si Trump est effectivement destitué pour la 3e fois, il sera le seul dans l'histoire américaine à avoir ce record. Cela a en soi un impact politique énorme, et même s'il n'est pas destitué. La procédure de destitution force un débat national. Il oblige les parlementaires bûchés à prendre position. Il expose publiquement les divisions internes. Et c'est souvent ce type d'exposition qui change le cours d'une élection, ou la perception d'un leadership. C'est pourquoi, même sans certitude de victoire, les partisans de la procédure continuent d'aller de l'avant, parce qu'ils croient que si rien n'est de fait, le précédent établi sera celui de l'impunité. Et une démocratie où le président peut faire ce qu'il veut sans conséquence cesse d'être une démocratie. Cependant, la destitution n'est pas la seule voie possible. Le 25e amendement continue d'être débattu en coulisses, comme une alternative plus rapide et plus efficace. Et c'est précisément pour cela qu'il est si dangereux. Car, contrairement au processus législatif, le 25e amendement ne dépend que du vice-président et de la majorité du cabinet. En d'autres termes, elle peut être mise en œuvre de manière soudaine, sans avertissement, sans négociation. Trump serait immédiatement destitué et ne pourrait revenir à son poste que s'il parvenait à faire annuler la décision au Congrès. Cela fait de la possibilité d'un coup d'État interne une menace concrète. Il n'y a pas encore de confirmation officielle que cette articulation soit en cours, mais les indices sont de plus en plus forts. Le silence du vice-président, la disparition de ministres clés, les agendas annulés, les réunions hors du radar de la presse, tout indique un climat de conspiration interne. Et ce type d'environnement instable alimente encore plus les théories selon lesquelles quelque chose d'important est sur le point de se produire. Pour les alliés les plus proches de Trump, ce mouvement représente une trahison. Pour ceux qui le critiquent, il s'agit d'un acte de courage nécessaire. Mais pour la démocratie, cela représente un moment critique, où l'équilibre institutionnel est remis en question. Le problème est que le recours au 25e amendement comporte également un lourd fardeau. S'il est appliqué pour des raisons politiques, et non en raison d'une incapacité réelle, il peut créer un dangereux précédent, dans lequel tout gouvernement vivrait sous la menace constante d'une destitution. C'est pourquoi de nombreux membres du cabinet, même inquiets, hésitent encore à soutenir cette solution. Ils savent que s'ils franchissent en cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils seront persécutés, menacés, détruits politiquement. Et pourtant, certains semblent prêts à tout risquer, car ils estiment que la situation a dépassé toutes les limites de l'acceptable. Mais qu'en est-il du peuple? Comment réagit-il à tout cela? La réponse n'est pas simple. Dans les rues, les deux camps manifestent. Certains réclament le départ immédiat de Trump. D'autres dénoncent une tentative de coup d'État institutionnel. Sur les réseaux sociaux, la polarisation est encore plus intense. Vidéos, dénonciations, attaques, montages, théories. La vérité semble de plus en plus lointaine, ensevelie sous les versions et les contre-versions d'une même histoire. Le citoyen lambda, qui veut simplement comprendre ce qui se passe, se retrouve perdu au milieu du chaos informationnel. Et c'est dans ce contexte que les médias indépendants gagnent en puissance. Car tandis que les grands médias se concentrent sur les scandales les plus spectaculaires, les jeux de mots et les disputes narratives, des chaînes comme celle-ci tentent d'offrir un contexte, des faits, des liens qui aident le spectateur à se forger sa propre opinion. Il ne s'agit pas de prendre parti, il s'agit d'apporter de la lumière, là où règne l'obscurité. Et dans ce cas, l'obscurité est profonde, car nous n'assistons pas seulement à une crise politique, nous assistons à la chute progressive d'un modèle de gouvernance. L'idée que le président est au-dessus des lois est devenue, pour beaucoup, une croyance. Et combattre cette croyance exige plus que des procédures judiciaires. Cela exige du courage institutionnel. Cela exige une presse sérieuse. Et cela exige surtout une population prête à demander des comptes à celui qui occupe le poste le plus puissant de la planète. L'avenir de cette crise est encore incertain. Il se peut que la destitution soit votée à la Chambre, approuvée, puis enterrée au Sénat. Il se peut que le 25e amendement prenne forme et que Trump soit temporairement écarté. Il se peut que tout se dissolve
et que le président en ressorte plus fort que jamais, affirmant avoir vaincu une nouvelle persécution. Mais quelle que soit l'issue, le mal institutionnel est déjà fait. Le simple fait que nous en soyons arrivés là montre qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans le fonctionnement du système. Ce qui semblait auparavant impensable est aujourd'hui discuté avec naturel. Ce qui aurait autrefois été un scandale national ne fait aujourd'hui l'objet que d'un cycle d'actualité. La normalisation de l'absurde est peut-être le symptôme le plus flagrant de notre maladie. C'est pourquoi nous devons rester vigilants. Nous devons continuer à parler, à partager, à enquêter. Et chaque fois que nous laissons passer un abus, une violation, un mensonge, nous poussons la démocratie vers l'abîme. Ce canal existe pour cela. Pour vous rappeler que votre voix compte toujours, que votre opinion compte toujours, que vous n'êtes pas seul dans cette bataille pour la transparence, la justice et la vérité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, respirez profondément. C'est beaucoup, c'est difficile, mais c'est réel. Et c'est maintenant que tout se décide. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe. Laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car les prochaines semaines vont être folles. Tout peut changer d'un moment à l'autre, et vous devez être prêt à comprendre les signes. Ici, vous recevrez tout, sans filtre, sans manipulation, sans intérêt caché, seulement les faits tels qu'ils sont, parce que la vérité compte encore, et ensemble, nous pouvons encore faire la différence.